Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Stéphane Faure. Bonjour Stéphane. Salut Steph. Et nous allons discuter d'un projet que nous avons par rapport à Timia, ce que nous voudrions vous proposer. Donc Stéphane, je vais te laisser te présenter et puis on va continuer à discuter de ce projet. Je suis Stéphane Faure, je suis le fondateur de Timia. Depuis 2010, on s'engage dans cette organisation avec des programmes de pleine conscience, principalement destinés à tout à chacun. À côté de ça, on a aussi développé avec Stéphane depuis quasiment depuis 2010, depuis le tout début. Ce qu'on sait bien faire, c'est aussi accompagner les personnes en retraite. Et on a commencé à étudier la possibilité de faire des retraites de 5 jours, puis là, plus récemment, des cycles de retraite de 10 jours. Euh, Et ces retraites-là, on a pu observer que les personnes avaient vraiment une appétence pour aller plus loin dans la pratique, bien qu'on reste toujours pour le moment dans un cadre laïque. Donc là, en fait, voilà, on a toutes ces pratiques de méditation liées à la pleine conscience dans différents formats, MBSR, MBCL, MBI et ainsi de suite, plus les retraites, comme tu l'as dit, OPAL et la possibilité de se former pour devenir instructeur de pleine conscience, que ce soit MBSR, MBCL ou de pleine conscience en général dans un milieu socio-professionnel. Maintenant, ce qu'on voudrait amener, c'est aller voir un peu plus profondément la pleine conscience dans une pratique, on va dire, de contemplation. Cette idée de faire des retraites de 10 jours, elle vient vraiment de toi, Stéphane. C'est vraiment une idée qui a émergé avec tout le travail que tu as pu faire avec Antoine Lutz et l'équipe de recherche de l'INSERM autour des cycles de retraite de 10 jours. Et nous, quand on a continué ça, de faire des retraites de 10 jours, on s'est aperçu que finalement, les personnes avaient une recherche qui dépassait peut-être le cadre de juste le bien-être, la gestion du stress, qui avait aussi une forme de quête de sens. À l'origine, nous, on est enseignants bouddhistes et on voulait vraiment dissocier les deux. Le Timia étant destiné à une approche laïque de la méditation, on n'avait pas tellement envie de mélanger tout et vraiment rester dans un cadre qui puisse permettre à chacun de pouvoir s'y reconnaître. Ceci dit, avec le temps, on a réfléchi et on s'est dit finalement, ça serait intéressant de pouvoir répondre à cette demande de recherche de, de, de plus de profondeur dans la pratique. Et on s'est demandé comment faire. Et ce qui nous est apparu très intéressant, c'est de préserver ce cadre universel que Timia. Et dans ce cadre-là, soit les personnes sont engagées dans un processus de devenir instructeur de pleine conscience ou de méditation, soit des fois les personnes sont engagées dans des longues pratiques. Ça fait des fois 10 ans que les gens nous suivent pour la méditation. Et on voulait leur proposer éventuellement que des personnes puissent parler de là d'où vient la pleine conscience. Et de là d'où vient la pleine conscience, évidemment, on pense tout de suite au bouddhisme parce que les programmes de pleine conscience ont cette souche qui vient des 4 placements de l'attention, des pratiques de compassion, etc. Mais pas que, d'une certaine façon, les pratiques de l'attention sont universelles. Et en conséquence, on a eu l'idée de pouvoir proposer aux personnes euh, des intervenants qui puissent venir sur Eutimia nous expliquer, par exemple, quels sont les fondements philosophiques qui peuvent nourrir une pratique de pleine conscience. Il y a beaucoup de choses qui sont très similaires dans une approche de mindfulness avec ce qu'on peut retrouver chez les présocratiques, mais également chez les stoïciens, etc. Et du coup, on a cherché des intervenants d'excellence qui connaissent à la fois et la méditation, et le sujet qu'on voudrait qu'il traite, en particulier la philosophie antique. Et on voudrait faire comme ça sur les grandes religions, les grandes traditions. Après, à Timia, nous, on peut faire ça en interne concernant le bouddhisme, mais on voudrait vraiment que Timia garde cette dimension ouverte. Et il y aura sans doute des intervenants qui viendront parler du christianisme et d'autres traditions. C'est important de rappeler qu'on n'essaie pas de faire du prosélytisme, hein. On n'essaie pas de... Ce qui est important à Eutémia, ce qu'on a toujours gardé, c'est cet aspect art religieux de la pleine conscience, vraiment, en donnant vraiment l'aspect pur de la méditation. Et je trouve ça très intéressant, cette idée de pouvoir partager comme ça peut-être des connaissances, et surtout en commençant avec la philosophie antique, avec Eric, ce qui va être, comme tu l'as mentionné, oui, Eric Vincent, ce qui va être très très intéressant de voir comment déjà dans la philosophie antique, on peut trouver déjà des pratiques qui amènent à la pleine conscience, des pratiques de pleine conscience. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent aussi qu'on travaille aussi avec, comme tu l'as mentionné, avec Antoine Luz, l'INSERN,
Il y a aussi le professeur François Tison et d'autres docteurs, en tout cas d'autres personnes du monde scientifique. Et on est très intéressé aussi par l'approche neuroscientifique. Donc on va essayer aussi de voir comment amener des approches qui sont scientifiques, des approches qui sont, on va dire, traditionnelles, même si elles font partie de religion. Et justement, ça va être intéressant un peu de voir cette universalité de la pleine conscience et comment elle est perçue et utilisée. Très prochainement, on va publier un interview d'un pasteur, Frédéric Fournier. Et là aussi, ça va être intéressant de voir comment la pleine conscience influence sa manière d'approcher les textes, sa manière d'approcher sa foi. Mm. On s'est aperçu, et moi jusqu'à présent, j'ai jamais trop voulu aider ou assister les personnes qui se retrouvaient dans cette situation, parce que je trouvais que ça rajoutait encore une corde à mon arc et c'était compliqué, qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont intéressées par différentes formes de spiritualité, de religion, mais aiment bien garder leur compte à soi. Donc, elles font leur propre synthèse de tel ou tel courant religieux ou spirituel, ramènent ça chez eux, distillent de façon individuelle le mieux qu'elles ont à apprendre et continuent leur chemin comme ça. Donc, c'est pour répondre aussi à ce genre d'attente qu'on propose ce genre de parcours. Après, on a été très impressionnés ces 10 dernières années par l'évolution qu'il y a pu y avoir dans le monde anglo-saxon de ce qu'on appelle les neurosciences contemplatives, en effet, qui recouvrent un champ vaste, notamment autour d'une chercheuse qui s'appelle Willoughby Britton, mais il n'y a pas qu'elle. En Australie, là, j'ai pu voir qu'il y avait d'autres chercheurs aussi qui évoluaient de cette façon-là, en se disant, il nous faut être plus précis sur ce que fait vraiment la méditation au niveau neurophysiologique. Il nous faut mieux comprendre les traditions. On ne peut pas juste rester sur euh, des, euh, des approches empiriques, comme ça a été le cas avec le programme MBSR, où finalement le programme MBSR que propose Kabat-Zinn a été fait de façon assez rigoureuse parce il a préservé l'intégrité des traditions bouddhiques qu'il allait solliciter. Mais en même temps, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord à l'époque. Et aujourd'hui, il y a vraiment une appétence d'être plus précis. Quels sont les états méditatifs qui font ceci ou cela? Et cette envie, en fait, elle est partie du fait qu'on a pu observer que les pratiques de compassion avaient un effet spécifique sur certaines parties du cerveau, sur certains comportements. On a maintenant des programmes entiers sur la compassion. Alors que moi, quand j'ai commencé la méditation en 2010, je me souviens que les psychiatres que faisaient de la méditation ne juraient que par l'acceptation, le fait que la méditation, c'était juste contempler, rester ouvert, et que tout ce qui était un petit peu de l'ordre des pratiques compassionnelles était de l'ordre du religieux, des croyances, etc. Donc les choses évoluent. Les choses évoluent pourquoi? Parce que justement, on a une meilleure connaissance de ces traditions, de ces pratiques et de leur effet au niveau neurophysiologique et ensuite de ce qu'elles peuvent apporter au monde, mais également de leurs limitations. C'est aussi dans le cadre des neurosciences contemplatives qu'on a pu voir qu'éventuellement certaines personnes, des fois, s'impliquaient tellement dans la méditation qu'elles avaient des expériences que des fois les moines dans leur monastère n'avaient même pas. Alors quand vous faites un peu de méditation pour gérer le stress et que tout d'un coup vous vous retrouvez un petit peu dans des états extatiques, c'est un petit peu embêtant. Vous croyez que vous devenez fou, mais non. En fait, c'est simplement des expériences de méditation. Et au contraire, il y a des personnes qui sont engagées depuis longtemps dans des traditions méditatives et qui pensent qu'ils ont des expériences méditatives, mais qui sont juste en train de décompenser et qui sont dans des fois des souffrances et qui tournent un peu en rond comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour des neurosciences contemplatives auxquelles on a envie de participer, de donner un peu d'eau au moulin, d'autant plus que, soyons français, comme on dit des fois, on a quand même des super spécialistes en France. On a parlé d'Antoine Luth, on a aussi Claire Petit-Mangin, on a aussi un autre chercheur qui s'appelle Francesco Varela, qui est resté assez inconnu en France, mais qui a beaucoup œuvré justement dans ce sens-là. Ouais. Ça, c'est quand même très intéressant de voir que des neuroscientifiques comme Francesco Varela, qui est un phénoménologiste, Antoine Lutz et ceux qui l'accompagnent comme ça, ont vraiment porté l'attention sur des pratiques qui ne sont pas juste de la pleine conscience, asseyez-vous, suivez la respiration, acceptez les pensées, mais vraiment des pratiques spécifiques à des traditions contemplatives et étudier l'effet de ces pratiques. Donc, il y a quelque chose d'intéressant où euh, c'est pas juste
une technique appartient à une tradition, bon ça c'est d'accord, et elle est réservée uniquement à cette tradition. Et c'est vraiment d'observer quel est l'effet de cette pratique, et est-ce que des gens, comme tu viens de le dire tout à l'heure, qui pratiquent par exemple un programme MBSR ou font une retraite sur 5 jours, sur 10 jours, euh, peuvent avoir ce genre d'expérience sans appartenir à cette tradition. Et c'est un peu ce qu'on, en fait, quelque part, ce que l'on va proposer, c'est de pouvoir déjà d'avoir une connaissance, d'ouvrir un peu le champ de notre esprit, de voir un peu comment la pleine conscience peut être mise en place dans différentes traditions, dans différentes philosophies. Et peut-être que pour certaines personnes, ça va résonner avec leur expérience. Après, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure un peu en plaisantant par rapport à cette notion de prosélytisme. Mm. Il y a certains courants religieux qui gagnent des points en quelque sorte quand les gens se convertissent à leur religion, etc. Euh, il faut comprendre aussi que des personnes comme nous, quand on cherche comme ça, par exemple Stéphane et moi, on est enseignants bouddhistes, quand on cherche comme ça à rendre public et ouvert à un plus large public ces traditions, nous aussi, on prend des risques. On prend des risques de dévoyer notre tradition. On prend le risque qu'elle soit mal comprise. Donc, parfois, surtout en France, avec ce climat un peu de scepticisme par rapport à tout ce qui peut concerner le travail intérieur, tout de suite, on se fait regarder avec des gros yeux. Je peux comprendre, c'est vrai qu'il peut y avoir des abus, mais d'une certaine manière, nous aussi, s'engage sur un processus qui est périlleux, qui demande de l'attention, d'être consciencieux, malgré ce que certains peuvent croire avec un discours facile et anti-religieux. C'est quand même des technologies de l'esprit qui sont assez précises et qu'on a à cœur de pouvoir partager avec des personnes qu'on pense en tout cas, qui portent ces traditions avec beaucoup d'intégrité et beaucoup de précision. Mais c'est vrai que on tient à faire le même travail et le même niveau d'exigence que ce que peut avoir Kabat-Zinn dans les années 80, c'est-à-dire préserver l'intégrité de ces pratiques. Euh, Encore plus que cette notion de prosélytisme, des fois il faut rassurer, etc. Il nous semble important, d'un côté, de ne pas tromper les gens, et de l'autre côté, de ne pas tromper non plus ces traditions spirituelles, en les dévoyant, en prétendant qu'elles sont faciles d'accès, à force des fois de... C'est un peu comme un bon vin, à force de rajouter de l'eau dedans, finalement, elle perd un peu sa saveur et sa spécificité. Euh, donc tout ça, on essaye de le penser. C'est pour ça qu'on a évolué lentement sur ces thématiques. Ça fait depuis 10 ans qu'on y pense et c'est seulement maintenant qu'on commence à le faire. Comme on dit, on a un peu notre carrière derrière nous. La pleine conscience maintenant est plus connue. Il y a pas mal d'enseignants MBSR qui peuvent largement faire ce qu'on a fait ces dernières années. On a même contribué à les former. Et du coup, maintenant, ça peut être intéressant d'aller un peu plus profondément. On pense, malgré le climat ambiant un peu anti-religieux, que ces traditions ont encore quelque chose à nous dire, pour peu qu'on sache les écouter. Et l'expérience de la pleine conscience nous paraît vraiment un vecteur par lequel on peut insuffler une nouvelle vie à ces traditions. Et comme tu l'as dit, Stéphane, il y a une personne que tu as interviewée récemment qui fait partie de ces personnes, chrétiens. Donc, Éric Vincent est une personne qui est spécialiste du fait religieux depuis de nombreuses années maintenant. Il intervient dans de nombreux domaines, que ce soit sur des sujets comme la laïcité, mais également il a été rédacteur en chef du journal La Vie. Il connaît aussi extrêmement bien la tradition bouddhique et également les traditions philosophiques à visée contemplative. C'est lui qui va nous accompagner sur l'étude des traditions philosophiques susceptibles de pouvoir nourrir notre pratique de pleine conscience. Parfois, on peut avoir l'impression que ces traditions philosophiques appartiennent au passé, mais on va voir avec son aide qu'il y a vraiment quelque chose de très actuel qui peut nous interpeller et qui peut nourrir notre pratique de pleine conscience encore aujourd'hui. Et c'est intéressant et important pour nous parce qu'on parlait tout à l'heure d'universalisme. Ce qui est intéressant, c'est que Eric est très, très précis et à la fois très pédagogue en nous aidant à nous ramener à notre expérience.
il va nous ouvrir les portes de certaines traditions philosophiques, comme les stoïciens, mais pas que. Il va y avoir aussi les épicuriens, il va y avoir également des fois les cyniques auxquels il va se rapporter. Et nous faire voyager comme ça à travers toutes ces écoles philosophiques permettra, j'en suis sûr, à un bon nombre de personnes de pouvoir revisiter leurs pratiques. Et là, du coup, de pouvoir vraiment se reconnecter à une souche occidentale de pratiques de méditation de pleine conscience. C'est aussi vraiment un point fort. C'est pour ça que j'avais appelé Euthymia et pas un nom Weinschwein anglais Sanskrit ou autre. ou sanskrit imprononçable par tout le monde. Justement, donc avec Eric, ça va être vraiment très intéressant parce qu'Eric est quelqu'un de très précis, comme tu l'as dit, avec une vaste connaissance. Et c'est un peu sa passion aussi. On peut le voir quand on discute avec lui, il est vraiment passionné de cela. Et ce qu'il va pouvoir nous proposer aussi, c'est quelque part des exercices tirés de ces philosophies, de ces différents courants philosophiques, et voir un peu la relation et comment ça peut nous amener aussi à l'expérience de pleine conscience. Eric va commencer par une conférence déjà, qui sera ouverte au public, et ensuite qui sera suivie par 5 sessions, si je me souviens bien. Peut-être que je me trompe. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu notre mode de fonctionnement sur ces programmes-là, qui tourneront autour de 5 ou 6 interventions. Après, on laissera la possibilité aux futurs intervenants de s'approprier un peu la façon dont ils veulent opérer. Ça sera en ligne, donc chacun peut participer de près ou de loin dans ces cours, dans ces pratiques. On veut aussi que ce soit quelque chose qui puisse, jusqu'à un certain niveau, vous interpeller dans cette recherche contemplative, mais à un autre niveau, il faut que ça soit fonctionnel dans votre quotidien. Donc, au cours de ces programmes, il y aura quand même une emphase sur la pratique et un questionnement sur la manière dont ces grands principes universels peuvent vous interroger sur la manière de vivre au quotidien et de vous aider à faire face aux situations. Ensuite, nous aurons donc plutôt vers l'automne la partie plus liée au bouddhisme. Là, on a un certain savoir-faire en interne, si j'ose dire. Donc, j'interviendrai le premier pour présenter un peu les bases du bouddhisme sur un petit programme de 5 séances pour un peu se familiariser avec quelques notions clés du bouddhisme, par exemple la notion de refuge, la notion de karma. Qu'est-ce qui fait que on peut parler de bouddhisme ou pas? Il y a par exemple ce qu'on appelle les 4 sceaux du dharma qui définissent un peu par essence ce qu'est l'enseignement bouddhique. Donc, histoire de se repérer comme ça. Après, ben, il va y avoir toi qui va intervenir sur 5 séances. Donc ça sera plus sur la méditation, les différents types de méditation que nous avons dans le bouddhisme, en partant vraiment des 4 placements de l'attention et en allant jusqu'à la méditation de compassion, compassion universelle, et d'explorer aussi un peu plus la nature des phénomènes mentaux et des phénomènes en général. Et ensuite, nous aurons Cécile Duché, qui elle fera toute la partie philosophie. Donc, il y a une grande partie du bouddhisme qui apprend un peu à donner un peu une vue à notre méditation. Et ça, c'est l'aspect plus philosophique. Et ces différents systèmes qui nous apprennent à avoir un peu une approche, à avoir un cadre à notre pratique. Ça sera Cécile Duché qui nous accompagnera comme ça sur 5 séances. Ça sera plutôt, je pense, début 2025. Et ensuite, dans le courant 2025, en fonction de votre engouement pour ce genre d'approche, on aimerait aussi faire intervenir des personnes qui viennent de l'Advaita Vedanta, il y a beaucoup d'enseignants MBSR qui viennent de traditions non duelles indiennes. On aimerait aussi, avant cela, pouvoir faire intervenir des personnes qui connaissent bien le christianisme. On a tout à l'heure parlé de plusieurs personnes ressources autour de nous qui pourraient parfaitement vous sensibiliser sur des approches christiques qui peuvent nourrir la pratique de pleine conscience. Et déjà, quand on aura fait tout ça, on aura un beau panel. Je pense aussi pouvoir essayer de contacter des personnes en lien avec le soufisme. Mhm. Vous savez que Saki Santorelli n'était pas lié au bouddhisme, il est lié vraiment à l'école, à une des écoles soufis. Et vous voyez quel grand pratiquant ça a pu faire au niveau de la pleine conscience. Donc, ça pourrait aussi être très intéressant de pouvoir avoir des interventions de ce type. Très bien. Moi, je pense qu'on a fait le tour de ce beau projet, de ces programmes qu'on va pouvoir vous proposer à partir du mois d'avril. A priori, on n'a pas encore les dates, on est en train de les fixer.
Voilà. rendez-vous sur l'agenda de Timia. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour en savoir plus. Mm. Et si vous avez d'autres idées ou des réactions, n'hésitez pas à nous en faire part. On est toujours très content d'avoir vos retours et vos idées et des fois vos critiques aussi. Bah, vous pouvez aussi laisser les commentaires sur YouTube, sur la vidéo, directement. Très bien. C'est à Merci vous. Stéphane. À bientôt. À À bientôt. bientôt, Au Steph. revoir.